Après une vingtaine de jours d'attente, ceux qui sont allés voter pour les communales et municipales le 11 janvier dernier sont désormais fixés sur l'issue de ces élections-là. La Sénat, la Commission électorale nationale autonome, a procédé à la proclamation donc, des résultats provisoires de cette élection-là. Et point global qu'on retient, c'est que les FCBE sont out. Ils n'ont pas pu réunir les 10% qui leur permettaient d'arriver jusqu'à la table de partage des sièges. Et ben, les deux grands partis de la mouvance, notamment le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, se sont donc partagés les 77 communes du Bénin à raison de 39 pour le parti au logo de Baba, surmonté par un arc-en-ciel, et 38 pour le parti dont le logo est un cheval blanc cabré dans un décor vert. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission d'analyse de l'actualité. C'est le principal sujet au menu de nos échanges pour ce numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis avec Anissé Carlos Oké. Anissé, bonjour. Bonjour Tanguy. On a fait les résultats, mettons, des communales et municipales. Ce n'est pas très vite arrivé, une vingtaine de jours. Oui, une vingtaine de jours. On ne peut pas dire que c'est arrivé en retard parce que c'était un travail minutieux à faire. Nous savons que la clé de répartition est désormais presque mathématique et qu'il faut prendre tout le temps qu'il faut pour observer les tendances et surtout ne pas commettre d'erreurs. Parce qu'en réalité, la Sénat proclame des résultats définitifs. Il n'y a que peut-être le contentieux qui peut s'ouvrir après, qui peut apporter quelques changements s'il y en avait. Mais la Sénat avait l'obligation donc de faire un travail minutieux et je pense que, comme je le disais la dernière fois, bien vaut tard que de faire ça précipitamment et de se retrouver en difficulté. Parce que quand même, aujourd'hui, ce n'est plus comme hier où les répartitions sont presque automatiques. Il y a des règles, il y a des calculs, il y a des alliances qui se nouent, il y a des accords de gouvernance à analyser et tout ça. Donc oui, finalement, 20 jours, c'est peut-être un peu long parce qu'on aurait pu faire court, mais il n'y a pas matière à spéculer. Oui, mais on s'est dit avec l'expérience de la Sénat, avec maintenant l'amélioration des outils d'organisation des élections, puisque tout est numérique désormais, etc. On a quand même une technologie qui a suffisamment avancé en la matière. On aurait pu y aller très vite. On a bien l'impression que les lois n'ont pas vraiment, je dois dire, arrangé les choses en termes de facilité pour tenir les chiffres. Je pense que nous irons progressivement vers des élections digitalisées et on n'aura plus de facilité à ce moment-là parce que ce sont les machines qui, de manière très automatique, vont sortir les résultats et distribuer les sièges. Ouais. Nous n'en sommes pas encore là et c'est pour ça que très certainement nous avons ce retard qui découle du fait que ce sont des hommes qui s'asseyent pour faire des calculs et les refaire de façon à ce qu'on soit sûr de ne pas se tromper. Et cette affaire donc de pourcentage à réunir soit au plan circonscription électorale, soit au plan national, continue de faire des victimes. C'est avec les législatives, c'est le parti LD qui a été la victime principale, parce qu'il y en a d'autres, hein, Mouel Bénin et le parti FCBE. Cette fois-ci, c'est le parti FCBE qui accompagnait les deux grands partis de la mouvance qui a été éliminé. Vous êtes surpris? Non, Parce que pas beaucoup. l'FCBE avait quand même quelques contrôles sur les mairies. Oui, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle clé de répartition. Et donc, cette nouvelle clé de répartition obligeait les FCBE à avoir au minimum 10%, 10%. de l'électorat. Oui. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont failli. Et je trouve ça un peu regrettable parce que c'est un parti qui, manifestement, avait semblé occuper une partie du territoire et avait installé un fief dans la région du Mono et en partie dans la région du Borgou. Aujourd'hui, après les résultats, on constate que la tendance qui avait été observée pour les législatives a pratiquement été maintenue parce qu'ils n'ont pas atteint le seuil de 10% et très franchement, pour un parti qui est supposé
challenger les candidats de la mouvance à la présidentielle, je pense qu'il leur reste encore beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y a eu du travail fait depuis que Paul Ronquet est là? Quand on voit un peu, je dois dire, l'évolution du parti et ses scores tout au long donc, de des différentes élections qu'on a pu avoir. C'est vrai qu'en 2020, ils ont pu quand même décrocher quelques mairies, Bembereke, Kopargo, Bantes, si mes souvenirs sont précis. Et là, s'en était sorti avec 6 ou 7 mairies à peu près dans le temps. Mais leur hégémonie ou leur espace de contrôle s'est réduit comme une peau de chagrin. Non, mais ils peuvent avoir fait de bons scores par endroit, mais il était obligatoire d'avoir un pourcentage de 10% Au plan national. Donc, on se rappelle que le PRD, la dernière fois à Porto Novo, avait fait un score très honorable, mais n'a pas pu être éligible au partage des sièges, tout simplement parce qu'il n'avait pas atteint ce seuil de 10%. Donc, je pense que c'est un peu ça qui arrive au FCBE, qui se sont fendus d'un communiqué d'ailleurs pour... On va l'analyser tout à l'heure. Un certain nombre de choses. Parlons de ceux qui ont pu quand même réunir les 10% au moins. C'est le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau. Le Bloc républicain qui décroche alors à 38 mairies contre 39 pour l'Union progressiste, le Renouveau. Partage à part égal, hein? Pratiquement à part égal. Je pense que le partage a profité plus au BR qu'à l'UPR, qui perd le fief de Porto Novo, par exemple, qui est quand même très, très important. Et là-dessus, je pense qu'il faut analyser aussi la situation. Et donc, les deux grands partis se sont partagés les deux grandes villes, les 4 grandes villes à statut particulier, avec une pointe pour le BR, qui a quand même pratiquement là talonner l'UPR, alors que pour les législatives, par contre, il y avait un gap assez large. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec les communales, le BR est en train de contrôler une partie très importante. Qu'est-ce qui peut expliquer cette remontée du Bloc républicain? La remontée peut s'expliquer par le fait que les partis concurrents ne sont pas éligibles. Et donc, il y avait des sièges à se partager et nécessairement, les deux partis devaient se partager tous les sièges disponibles. Oui, mais tous les sièges ne revenaient pas systématiquement dans les fiefs où les partis se sont retirés, systématiquement au Bloc républicain. Non, c'est vrai que le Bloc républicain a dû faire quand même un travail de fond. Et je pense que ce travail est dû plus au positionnement des jeunes très entreprenants qui sont sur les listes que sur autre chose. Parce que nous savons bien que cette année-ci, nous n'avons pas eu droit à la corruption massive qui pouvait amener les électeurs à préférer un candidat plutôt qu'un autre. Donc, ce sont des personnes qu'ils connaissent et pour lesquelles ils ont décidé de voter. Par conséquent, l'UPR, à mon sens, a manqué d'être plus précis, enfin je vais dire pertinent dans le positionnement des personnes qui pouvaient attirer l'électorat. Sans compter que, quand même, ce n'est pas partout que les militants sont sortis de façon égale. Il y a des partis qui ont pu convaincre leurs militants de sortir plus massivement que d'autres partis. Donc je pense que ceux qui sont sortis pour le BR sont plus nombreux que ceux qui ont décidé de voter pour les autres partis. Et c'est pour ça que l'UPR, pas que le BR du moins, a pu quand même engranger. On a comme une certaine constance dans le score réalisé par le parti UPR pour ces élections précisément. Quand on voit un peu ce qui s'est passé notamment en 2020, donc on pourrait dire que ce qui a avantagé fondamentalement le BR, c'est peut-être le retrait, enfin l'absence des partis vraiment concurrents pour dans les espaces ou les fiefs où il a décroché la mairie. Oui, notamment les démocrates. Oui. Si les démocrates avaient été éligibles au partage des sièges, s'ils y avaient participé. Ils y avaient participé, je pense que le partage aurait été plus équitable un peu parce que on se rappelle que le BR et LD avaient fait pratiquement score égal aux dernières législatives, 28-28. Donc, je pense que c'est parce que LD s'est retiré et n'a pas participé aux élections que
le BR en a profité pour engranger des voix. Et comme on peut se regarder droit dans les yeux, les deux partis se sont regardés droit dans les yeux pour se partager les 4 villes à statut particulier. Oui, mais la curiosité vient de Porto Novo, Oui. qui était le fief traditionnel du PRD, qui est quand même une composante de l'UPR. Et on s'étonne vraiment que... Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Très honnêtement, je pense que ça reste à analyser sur plusieurs semaines, parce que le BR, enfin je veux dire, le PRD peut dire, parce qu'on n'a pas positionné nos éléments, les électeurs ne se sont pas retrouvés en cette personne-là qui était candidate. Donc, peut-être, mais peut-être aussi que l'argument majeur que certains utilisaient à l'époque n'a pas été utilisé cette fois-ci. On sait très bien que il y avait des campagnes qui se faisaient à coups d'argent et qui obligeaient les militants à sortir. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs des motifs qu'on peut analyser comme étant à l'origine de taux d'abstention très élevés. Quand on partageait des sacs de riz à des villages, les chefs de village se croyaient obligés de dire aux militants de chaque village, par reconnaissance, il faut aller voter pour telle personne. Donc ça faisait grimper le taux. Quand on allait dans des maisons et qu'on partageait de l'huile et avec de l'argent et tout ça, ça permettait de motiver les militants qui se disaient, bon, par acquis de conscience, il faut que j'aille au moins voter parce que j'ai pris un peu d'argent. Et surtout, quand on fait le porte-à-porte du dernier jour et qu'un père de famille prenait l'argent au nom de tout le monde, parfois il obligeait tous les enfants à sortir et à s'aligner pour aller voter pour tel parti. Moi, je suis témoin, j'ai été témoin, j'allais dire, du partage par un père de famille, de sa famille et de sa famille en 3 entités égales. Vous votez pour tel parti, vous votez pour tel autre parti et vous votez pour le 3e parti. Parce que ces 3 partis-là sont passés à la veille, le voir et il a eu l'embarras du choix, il n'a pas voulu se donner mauvaise conscience. Donc, il a obligé tout le monde à aller voter et il a demandé à chacun de voter, de faire en sorte que chaque parti puisse trouver son compte dans l'argent qu'ils ont pris. Donc, voilà. Ces choses-là ne se sont pas produites au cours des dernières élections et on peut considérer que ça fait partie des raisons pour lesquelles les militants sont restés, les électeurs du moins sont restés chez eux. Oui, ça c'est concernant justement le taux de participation qui a oscillé entre 36 et 37%, pas tellement différent de ce qu'on a pu observer pour les législatives. Et c'est bien dommage parce que c'était des élections de proximité et que là, les électeurs étaient plus que jamais concernés par ce vote-là parce que c'est de la gestion quotidienne des affaires de leur localité qu'il s'agissait. Bon. On avait commencé à évoquer justement le cas de Porto Novo qui est passé des mains de l'Union progressiste, le renouveau aux mains du bloc républicain. On cherchait à comprendre. Faut-il aller peut-être voir, je dois dire, chercher les raisons au niveau de la crise qui a entre-temps secoué l'ancien parti ou l'actuel parti, si vous voulez, en tout cas ça dépend du bord de chacun, le PRD et l'Union progressiste, le renouveau, où le PRD réclamait quand même une certaine autonomie. Je n'ai pas osé franchir le Rubicon, mais on ne peut pas exclure cette possibilité, parce que l'ardeur des militants UPR, des militants PRD au sein de l'UPR s'est émoussée avec cette crise-là, et ces militants-là ne sont plus portés en avant comme par le passé. Donc, dans les positionnements, on a bien pu effectivement les mettre un peu en seconde position et ça a peut-être pu créer des problèmes sur le terrain. Sinon, je pense que si le PRD ancien avait mis toute sa capacité de mobilisation en jeu, le BR aurait eu beaucoup de difficultés à s'emparer de Porto Novo. Parce que Porto Novo, c'était le fief indiscutable, mais absolument indiscutable du PRD. Qu'il soit perdu comme ça montre bien que le PRD a perdu pied. Peut-être parce que... il est resté inactif. Peut-être parce que les militants ont commencé à sortir du giron du PRD et à se retrouver plus UPR ou peut-être à aller vers le BR. Ou alors, peut-être parce que le patron
du PRD n'est même pas descendu pour faire campagne et n'a donné aucune consigne. On l'a vu nulle part, il n'a participé à rien du tout. Et nous savons qu'il y a de très, très nombreux militants qui se réclament de lui et qui n'attendaient qu'un signe de lui pour exécuter une consigne. Et Cotonou est resté constant. Ah oui, absolument constant. Cotonou est la ville par excellence du combat politicien sur le terrain. Et l'UPR a, comme par le passé, essayé, on va dire, parce que ça n'a pas été facile, mais l'UPR a essayé de grappiller le maximum de voix à Cotonou, ce qui est quand même une prouesse. Mais cette prouesse, je crois que l'UPR la doit un peu à l'absence de LDO à la compétition. Parce qu'on LD, connaît un peu parce qu'on sait que Cotonou est une ville qui a tendance à voter pour l'opposition depuis toujours. Donc si LD avait été dans la course, je parie que l'UPR aurait peut-être tiré son épingle du jeu, mais pas aussi facilement. À l'intérieur du Bénin, on a un boycott qui passe des couleurs vertes du BR au jaune de l'UPR. On se rappelle que ça a été une ville âprement disputée lors des dernières communales. L'UPR a fini par reprendre le dessus parce que, bon, quand même, c'est là-bas que le président de l'UPR a présenté sa candidature pour les législatives. Donc, il a fait campagne là, sur le terrain, et on peut comprendre que l'UPR ait pu engranger. C'est quand même curieux parce que quand on sait que c'était Luc Atroko avec quand même une très grande envergure sur la ville, et il y a d'ailleurs longtemps régné, et que son départ a pu basculer la ville dans un autre camp politique, que quelqu'un comme Joseph Diogbenou, dont on ne connaît pas, je dois dire, l'activisme politique à l'intérieur, soit un élément déclencheur justement de ce retour à la case départ. C'est vraiment curieux, non? Non, c'est pas curieux, parce que parfois on a l'impression que les personnes qui n'ont pas montré un engouement particulier auprès des militants ne sont pas capables du meilleur. Joseph Diogbenou a peut-être bien analysé le contexte et la situation du terrain avant d'oser se présenter là-bas, parce qu'il avait certainement les meilleures chances sur le terrain là-bas. Donc, ça veut dire qu'il avait avec lui un certain nombre de personnes qui avaient la capacité de faire une bonne mobilisation, et je pense qu'ils ont réussi. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être chercher plutôt, je dois dire, dans le sens d'une réaction des électeurs par rapport peut-être justement à une gestion précédente, parce que n'ayant peut-être pas le choix, autre choix que de se tourner vers un parti UPR pour manifester peut-être un désaccord, désavouer peut-être la gestion précédente? On peut toujours spéculer sur ces choses-là, mais fondamentalement, je pense que le maire qui est actuellement en place a fait le nécessaire pour que les choses se passent bien. On va à Parakou. Là, on n'a pas changé de couleur. Le BR qui contrôle cette ville depuis, mettons, 2020 a repris, en tout cas a continué à régner sur la ville, alors qu'on la savait parfois avec des éruptions ou des irruptions, notamment de partis comme LD et aussi FCBE. Il ne faut pas oublier que le parti a quand même eu quelques conseillers dans cette ville-là. Mais cette fois-ci, l'affaire est bien close, est bien dans le sac. La mairie est bien, en tout cas, aux mains du Bloc républicain. Oui, parce qu'il y avait un espace à occuper et que le Bloc républicain avait plus d'atouts pour occuper l'espace. Comme je le disais tantôt, si LD ou FCBE avait eu l'opportunité de travailler comme par le passé, ou peut-être même de travailler en alliance, en coalition, peut-être qu'ils auraient pu tirer leur épingle du jeu. Et je continue de penser que c'est totalement absurde pour ces partis-là de n'avoir pas envisagé l'avenir en se mettant ensemble, parce que j'ai l'impression qu'ils ont plus d'affinité entre eux que... Mais le passé tumultueux ne pourrait pas justement leur permettre de se mettre ensemble. On sait les conditions dans lesquelles Paul Ronquet a pu récupérer FCBE, surtout, et la crise, je dois dire que ça a soulevé avec le départ, la démission de
Boni Yayi. de Boni Yayi, etc., très énervé dans le temps, qui est parti même avec, je dois dire, ses militants indécrottables, tout cela. On se dit que dans ces conditions, les deux ne pouvaient pas continuer à s'asseoir à la même table. Nous parlons de politique. Oui. Et en politique, on dit jamais, jamais. Or, c'est plus facile lorsqu'on a une famille, même quand on a eu des querelles, c'est plus facile de se réconcilier que d'aller se mettre dans une autre famille. Donc, moi, je pense que FCBE et LD étaient des alliés naturels qui ont raté une très très bonne opportunité de se mettre ensemble pour être plus forts. Alors, donc, le Bénin politique est désormais de deux couleurs, carrément, depuis la base jusqu'au sommet, enfin, en attendant la présidentielle, depuis la base jusqu'au sommet, au niveau des pouvoirs décentralisés, on a le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau. Au niveau du pouvoir législatif, on a ces deux forces qui sont en présence et peut-être que ça va se confirmer à la tête de l'État, qui sait. En tout cas, quand on voit un peu la tendance compte tenu du communiqué du parti FCBE, il faut commencer à réfléchir là-dessus. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'installation d'une pensée unique quand tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de deux forces politiques qui se soutiennent, qui s'accompagnent et qui ont désigné ensemble un candidat pour la présidentielle? Oui, on peut s'inquiéter, comme vous dites, mais ce n'est pas non plus forcément qu'il faut s'inquiéter. Parce que quand on parle de la pensée, encore une fois, pour moi, les partis politiques du Bénin ne diffèrent pas par la pensée. Ah oui? Non. Il n'y a aucune pensée différente. Elle dit que la façon dont on gère le Bénin n'est vraiment Oui. pas la plus appropriée. Oui, ça, FCBE aussi a le même langage à peu près. Oui, mais quand votre rôle est de dire cela, vous dites cela. Oui. Leur rôle, c'était de dire ça. C'est ça la pensée. Et non, enfin, c'est pas avec ça qu'on construit un pays. C'est pas parce que vous avez le rôle d'opposant qui vous oblige à dire à tous les coups, ça ne va pas. Ça ne va pas, puisque c'est votre rôle de le dire. C'est pas ça qui construit non plus un pays. Ça y est. Donc, on peut, en gommant un peu les clivages qui voudraient que les pensées s'opposent, alors qu'elles ne s'opposaient jamais, on peut considérer que en se mettant ensemble, les Béninois peuvent travailler sans forcément qu'il y ait de la rivalité. Je me suis amusé la dernière fois à dire que avec la sortie de LD et la faiblesse de FCBE que nous connaissons aujourd'hui, nous sommes déjà de fait dans une sorte de trêve. Parce que en face de la mouvance présidentielle, il n'y a plus personne pour donner la réplique. Et donc, peut-être que ça va contribuer à apaiser le climat politique et faire en sorte que le Bénin avance un peu. Parce que ce n'est pas parce que les personnes qui sont élues appartiennent à la mouvance présidentielle que forcément elles ne sont pas capables du meilleur. Mais ce n'est pas parce que non plus un parti politique officiellement de l'opposition est présent dans les mairies ou à l'hémicycle que justement celui qui veut développer le Bénin et qui a sa vision de développement est empêché. La preuve, malgré la présence des 28 députés à l'Assemblée nationale, beaucoup de lois ont été votées qui sont au service du développement du Bénin. Et il y a même eu une révision de la Constitution pour davantage donner de la place à la femme, etc., avec beaucoup d'autres innovations. Ça n'a pas empêché, la tempête n'a pas empêché outre mesure, je dois dire que les choses se déroulent telles que se sont déroulées jusque-là. Vous me rejoignez en disant que l'opposition était présente pour la forme. Elle n'a rien modifié, elle n'a rien changé, elle n'a rien réorienté. Et donc c'était pour la forme qu'elle était là. Bon, si c'est pour la forme. Mais au moins sa présence, enfin, non. Même si c'est un épouvantail au milieu d'un champ, c'est quand même une présence. Ça peut éviter certaines choses. Je suis d'accord avec vous, mais c'est que quand vous observez la trajectoire que nous suivons depuis 2016, nous avons déjà migré vers une sorte de rectification de cette politique d'empoignade qui obligeait les uns et les autres à laisser l'essentiel pour se crêper les chignons. Donc oui, je pense que si ceux qui sont dans la mouvance présidentielle aujourd'hui travaillent à développer le Bénin et ont à cœur, dans tout ce qu'ils font, l'enjeu fondamental qu'est le Bénin, on n'aura rien perdu. Mais en fait, c'est quand on prête aux autres l'intention de faire tout ce qu'ils font sans penser à l'intérêt général, parce qu'on est dans l'opposition et que le rôle qu'on a est de dire que ce que les autres font est mauvais. Donc si l'intérêt général est ce qui guide chacune des personnes qui travaillent à
à faire avancer le Bénin dans les institutions, dans les différentes institutions, je pense que le problème ne se pose pas véritablement de savoir qui fait mieux que qui. L'essentiel, qu'on soit de la mouvance présidentielle ou qu'on soit de l'opposition, c'est de considérer que c'est le Bénin qui est l'enjeu principal. Et à partir du moment où c'est l'enjeu principal, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. Maintenant, on peut trouver à y redire sur la forme de cette démocratie que nous avions commencé depuis 1990 et qui, enfin, dans sa forme la plus pure, a prévu des institutions de contre-pouvoir, a prévu une opposition avec un rôle précis. Et lorsque nous n'avons pas tous ces fondamentaux-là, il y a déjà un déséquilibre quelque part. On n'est plus dans vraiment comment dire, l'architecture démocratique que nous avons pu avoir depuis 1990. L'architecture a certainement changé et j'analyse que la rupture avait décidé de changer cette architecture et que ce que nous observons aujourd'hui est le résultat d'une politique assumée à 100%. Et justement, et j'insiste là-dessus, il faut bien s'inquiéter quand on sait, et vous l'aviez démontré sur ce plateau, que tel que conçu, en tout cas, le rôle du président de la République au Bénin, au regard de la Constitution, lui confie des prérogatives assez puissantes, et qu'il le fait même roi à la limite, empereur à la limite. Et quand il a tous ces leviers politiques à sa disposition, depuis la base au sommet, je parlais de pensée unique, on ne saura pas quand est-ce qu'il est vraiment dans la logique de développement ou quand est-ce qu'il s'en éloigne. Oui, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le Sénat a été créé. Nous n'en entendons plus parler depuis quelque temps, mais je pense que lorsque nous aurons la loi organique et le règlement intérieur du Sénat, on pourrait peut-être se convaincre de ce que il y a quand même quelque part une institution de contre-pouvoir. Parce que je pense que la vocation de cette institution-là est effectivement de contrer un peu les pouvoirs du président de la République en cas d'excès. Carrément. Et de rééquilibrer le jeu politique pour que tous les partis politiques respectent certaines règles et que le pays se pacifie. En reparlant un peu du taux de participation, c'est quand même assez inquiétant. De moins en moins, les Béninois s'intéressent un peu, je dois dire, aux consultations électorales. La tendance n'est pas spéciale au Bénin, mais il y a quand même une nette baisse qui appelle qu'on s'interroge. Alors, on est autour de 36-37% pour ce qui concerne les élections générales. Alors qu'on a une présidentielle le 11 avril prochain. Faut-il avoir peur que personne ne sorte pour voter? Non, parce que ce sont deux réalités totalement différentes. Ah oui? Alors là, il s'agira d'élire quelqu'un qui va présider aux destinées de notre pays. C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu, parce qu'en face du candidat de la mouvance présidentielle, il n'y a pas un candidat d'opposition qui fasse trembler. On va pas froisser l'orgueil des Coris. Les forces Corée pour un Bénin émergent sont un parti qui a quand même un ancrage. Et on peut se surprendre de leur score. Carrément. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une élection spéciale. Okay. On peut se surprendre de leur score, mais à ce moment-là, il faudra que le parti fasse un sursaut, que les électeurs soient mobilisés et aient de bonnes raisons. Et je pense qu'ils ont commencé par le communiqué qu'ils ont sorti. Ah, ça fait partie des stratégies de mobilisation pour se démarquer complètement de la mouvance avec laquelle ils sont en accord de gouvernance. Parce que cet accord de gouvernance a pu peut-être être à l'origine du score qu'ils ont. Parce que les électeurs... Est-ce que ça ne fait pas partie des incongruités, justement, de toutes ces innovations, concernant les tests électoraux, où on peut signer des accords de coalition, etc., de composition, de collaboration politique, et continuer comme ça sur la scène politique, à commencer à mettons, se désavouer, se condamner. Oui, les incongruités naissent à partir du moment où on fait la comparaison avec l'existant d'hier. N'est-ce pas? Oui. Et qu'on compare avec les fondamentaux que nous connaissons traditionnellement comme étant les fondamentaux de la démocratie. Mais comme je vous l'ai dit, le pouvoir de la rupture est dans une rectification assumée. Et par rapport à ça, ce qui se passe là est un peu ce qui a été souhaité. Mais, comme je l'ai dit, les FCBE ont pu être pénalisés par cet accord de gouvernance. Comment ça?
Parce que les électeurs ont pu se dire, bon, ils sont tous de la mouvance présidentielle, où est l'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu. Parce que l'enjeu, c'est quand il y a deux camps, deux pôles véritablement opposés. Qui s'entrechoquent. Oui, qui Dans s'entrechoquent. les idées, oui. Voilà, donc là, il n'y a pas d'enjeu. Et ils se sont dit, ils sont tous de la mouvance présidentielle, ils vont tous partager les sièges de toute façon. Donc, bon, à quoi bon aller cautionner quelque chose qui est déjà évident. Donc, tous ceux qui avaient des sympathies pour l'opposition ont pu s'abstenir. Et tous ceux qui, par paresse intellectuelle, se sont dit, bon, ben, il n'y a pas à se casser la tête, il n'y a pas d'enjeu. Donc, tout simplement, on reste à la maison. Tous ceux-là aussi ont pu rester à la maison. Et je pense que la stratégie que FCBE a pu trouver tout de suite là, de se démarquer de la mouvance présidentielle en disant il y a beaucoup de dysfonctionnements et si nous sommes dans cette situation-là, c'est parce que. Donc, charger l'opposition, la mouvance présidentielle et se valoriser auprès des électeurs comme étant un parti qui peut porter encore une alternative différente de... À 3 mois des élections. C'est ce qu'ils essayent de faire. C'est ce qu'ils essaient de faire. Et maintenant, est-ce que les électeurs sont convaincus? Ce sont les élections... Est-ce que ce n'est pas plutôt une réaction de partis, mettons, énervés par le score, le piètre score, et le mot est même très gentil, réalisé justement ces 2 dernières élections? Oui, quelque part oui, parce qu'ils ont tenu la mouvance présidentielle comme responsable de leur débâcle et sont en train de dire aux électeurs, nous pouvons ensemble changer ça. Donc, il y en a qui peuvent y croire encore, et il y en a qui peuvent ne pas y croire. C'est pour ça que je vous dis que ce sont les élections présidentielles à la fin qui nous diront si la stratégie marche ou pas. Mais comment faire revenir justement les électeurs? Au-delà peut-être, je dois dire, de la configuration, il faut quand même que le Béninois aille choisir son dirigeant. Oui, mais vous l'aviez dit tantôt, cette désaffection pour les questions électorales n'est pas du moins une spécificité béninoise. Partout dans le monde, on observe que le citoyen a de moins en moins d'entrain à aller voter. À cause du comportement du dirigeant. À cause du comportement du dirigeant, d'abord. Mais ensuite, parce que on n'a pas toujours la maîtrise de qui on choisit. Ici, vous avez pu le constater, c'est encore une fois un scrutin de liste. Et les gens ont pu voter, peut-être pour une personne... Sans aucune idée de pour qui ils sont en train de voter. Et donc, quand vous prenez un parti comme l'UPR qui n'a même pas fait mais qui n'a pas mis d'effigie en tant que tel, vous avez un logo et vous vous dites, bon, derrière ce logo, c'est qui? Mais il y a quand même la campagne de proximité où les candidats sont allés dire, oui, c'est moi. Je pense que la tendance que nous avons aujourd'hui de ne plus faire les dispersions d'argent, la tendance que nous avons de ne plus pouvoir corrompre massivement va obliger peut-être à faire des campagnes de proximité, à aller rencontrer les militants pour parler avec eux. Je pense que cette fois-ci, c'est un essai qu'on a fait. Et si ça peut continuer, ce serait tant mieux. Parce que, par le passé, c'est un candidat qui arrivait, qui avait beaucoup d'argent et qui achetait carrément les suffrages. Et si nous n'avons plus des achats de suffrages, c'est normal aussi que le taux d'abstention soit très élevé. Alors, 6% par ici, 5% par là-bas. Faut-il aller à la présidentielle, vraiment pour le FCBE, sérieusement? Oui, comme je vous le disais, c'est une question de stratégie. Ah oui? Ah oui, ils ont les moyens. Ils ont fait une stratégie d'obtenir 6%, 5% par ici, et ils veulent aller à la présidentielle. Non, mais vous savez, ici, nous avons des élections qui mettaient en scène beaucoup de candidats. Et là, c'est un seul candidat. Le seul candidat peut avoir plus de sympathie auprès des électeurs que l'ensemble des candidats du parti. Donc, moi, je pense que rien n'est véritablement perdu pour FCBE qui peut, par une bonne stratégie, se retrouver... Il y a cette boutade au sein de l'opinion publique qui pense ou propose qu'il vaut mieux demander à l'Assemblée nationale de voter pour le président et puis on passe à autre chose plutôt que de mettre encore quelques milliards et mettre en branle tout le système électoral et toute l'administration dans l'organisation d'une présidentielle. C'est aussi ça la démocratie. Oui. Nous étions en 2001 dans un
match amical entre Mathieu Kérékou et son ministre du Plan. On n'a pas considéré à ce moment-là qu'on pouvait se passer des élections. Et donc voilà, la démocratie a ses exigences et a aussi à son coût. C'est pour ça que nous sommes obligés d'aller aux élections, même si nous pensons qu'il y a un favori. Et que ce n'est pas parce qu'il y a un favori qu'on ne joue pas un match. Il faut toujours le jouer. Alors, parlons de l'avenir de certains partis politiques. C'est vrai que Renaissance nationale a très rapidement réfléchi et s'est trouvé mettant un petit abri sous le baobab. Ça a valu certainement, je dois dire, ce siège-là dans la 6e circonscription à la présidente. Mais alors, on a un FCBE qui n'a plus donc de présence dans les instances de prise de décision. Le Parti Les Démocrates aussi. Et les autres partis, mettons, ah oui, j'allais oublier moi le Bénin qui a participé aussi aux élections. Et les autres partis qui n'ont pas pu en tout cas participer aux dernières consultations électorales. Que deviendront-ils? Ont-ils les mêmes destins là? Je pense que c'est à cette question que répondait la réforme du système partisan. Être ou ne pas être. Ou ne pas être. Et si vous ne pouvez pas être, vous disparaissez. Donc déjà, selon les règles, vous devez aller régulièrement aux élections. Et si vous manquez 2 fois déjà à une élection, vous disparaissez. Quand vous-même, vous analysez vos résultats et que vous vous rendez compte que même en faisant un accord de gouvernance avec un grand parti, vous manquez quand même à être éligible, vous tirez les conséquences. Bon, je pense qu'il y a des partis qui ont amusé la galerie jusqu'à présent, comme Moël Bénin, qui est quand même composé de personnes qui ont de l'entre-gens et qui ont une certaine capacité, mais ça ne suffit pas pour être dans un grand parti politique. Il faut qu'il y ait un ancrage, il faut qu'il y ait un fief. Et à mon sens, Moël Bénin n'a pas de fief incontestable aujourd'hui. Donc, si dans toutes les localités que nous avons, il n'y en a pas 2, 3 ou 4 dans lesquelles on peut dire ça, ne rentrez pas par là, c'est Moël Bénin ou rien. Si on n'a pas ça, donc je pense que ces partis-là manquent d'être au rendez-vous de l'envergure nationale qu'on a sollicité pour tous les partis. Et tous les partis qui ne sont pas d'envergure nationale ont vocation à disparaître. Les FCBE avec le score. Et bon, c'est vrai qu'eux, au moins, ils ont encore la chance d'aller à quelques élections encore au regard des tests. Mais vont-ils pouvoir suivre d'abord au-delà de 7 ans? Ah oui, mais comment ça va se faire? On ne peut pas présumer non plus du fait que ces partis-là ne pourront pas tenir. Parce que nous sommes dans une sorte de recomposition. Il ne faut pas oublier qu'avec la présidentielle de 2026, on se retrouvera dans un cas de figure que nous n'avons peut-être pas prévu, qui va consister à voir l'UPR et le BR commencer par devenir des partis antagonistes. J'avoue que j'attends vraiment ça pour voir que ça peut exister. Ça peut exister. Si nous avons 2 partis. En dehors des chamailleries sur le terrain pour dire je veux être conseiller, moi je veux être maire, en dehors de ça, au plan national, ils vont vraiment se chamailler à l'Assemblée nationale là pour dire. Si nous avons 2 grands partis qui vont aux élections. Oui. Vous pensez qu'ils vont s'embrasser tous les jours? Mais il n'y a plus d'élections justement, parce qu'après la présidentielle, ça fait dans 7 ans. Et dans 7 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Qui vont continuer à choisir ensemble un président, moi j'en sais rien, je ne suis pas beaucoup, non, qui vont continuer à choisir ensemble le successeur ou peut-être reconduire... non, je pense que nous sommes dans un cas de figure aujourd'hui où BR et UPR se sont donné la main parce que Patrice Talon l'a voulu et a travaillé à cela. Par contre, quand Patrice Talon ne sera plus là, il n'y a rien qui oblige BR et UPR à être des partis... Pas même le futur président, si vraiment leur ticket remportait la présidentielle? Oui, mais même si leur ticket remportait la présidentielle, si les 2 partis ne fusionnent pas, ils seront antagonistes à un moment ou à un autre. Il n'y a rien à faire. Soit ils décident de fusionner pour être un même parti de la mouvance présidentielle, soit à un moment, les ambitions feront qu'il y aura de l'antagonisme. Il n'y a rien à faire parce que déjà sur le terrain, ils ne se sont pas embrassés pour avoir les sièges qu'ils ont là. Ils ont fait campagne l'un contre l'autre. Et même si aujourd'hui, ils ne sont que les seuls partis éligibles à l'Assemblée nationale parce que, bon, ils sont tous les 2 de la mouvance présidentielle, si nous avons une élection demain à laquelle ces 2 partis-là doivent participer, ils ne seront pas, à moins que les résidus de FCBE
et de LD se rabibochent pour nous créer un très grand parti d'opposition qui puisse se mettre en face de BR et UPR. À ce moment-là, les deux partis pourront continuer de travailler ensemble ou peut-être même de fusionner contre leur adversaire. Mais si nous n'assistons pas à la naissance d'un grand parti politique d'opposition pour aller contre ces deux partis-là, ce sont ces deux partis-là qui vont occuper la scène politique dans les années qui suivent, et ce ne sera pas dans l'amitié, ce sera dans l'antagonisme. Ça, c'est sûr. En tout cas, si ça va être bien pour la démocratie et surtout pour le développement du Bénin, pourquoi pas. L'essentiel, c'est de faire avancer le pays dans la bonne direction. Et les partis LD, dont on doute aussi de l'avenir aussi, ça fait quand même 7 ans aussi devant eux, avant d'aller à une consultation électorale. Traverser le désert peut-être, mais il y a aussi, mettons, la traite politique qui est demandée et qui demande à chacun d'aller vaquer à ses occupations les 6 prochaines années. Comment vous les voyez se comporter pendant ce temps-là? Il y a de la place pour la création d'un grand parti d'opposition. Sérieusement, au Bénin à l'heure actuelle? Oui. Comment est-ce que ça va se faire? Ils vont trouver les moyens où? Ils vont commander ça? Ou bien comment ça va se faire? Mais Tanguy, quand on veut créer un parti politique, on se donne les moyens de créer un parti politique. Et ce n'est pas, la création d'un parti politique ne nécessite pas comment on va dire, l'investissement de plusieurs milliards de francs. Ah, moi je ne sais rien. C'est une question de mobilisation. Ils disent que la mobilisation appelle les moyens, parce que la communication, c'est beaucoup de moyens. Aller se déplacer, aller voir les gens, etc., c'est beaucoup d'énergie et de moyens aussi. Et même la démarche pour la déclaration officielle, c'est aussi le moyen. Non, on ne va pas dire que les Béninois sont à court de moyens pour faire ce genre de choses. Moi, je considère fondamentalement que les électeurs ont été fortement déçus par la conduite du processus électoral par les partis d'opposition, qui n'ont pas trouvé le moyen de montrer à l'électeur qu'ils avaient de l'ambition et qu'ils étaient prêts à faire des sacrifices pour agir. Comment ça? Ils ont essayé d'être solidaires, je parle des LD, et d'avoir les 28 députés qui pourraient leur permettre de faire valider un ticket pour la présidentielle. C'est arrivé ce qui est arrivé avec les Blibou et les je ne sais trop quoi. Et puis, bon, ils étaient à mon pied pour les autres élections. Ici, quand ce n'est pas une affaire de 20% qui les élimine, là-bas, c'est peut-être une pièce qu'on a dû mal photocopier ou qu'on a retrouvée dans la douche de quelqu'un, etc. Je dis n'importe quoi, qui fait qu'on invalide leur dossier de candidature. Dans ce schéma, comment est-ce qu'ils font? Il y a toujours moyen de créer une mobilisation exceptionnelle autour de ce que les électeurs, pour la plupart, considèrent comme une injustice. Et c'est pour ça que la victimisation a toujours marché au Bénin. Ça a toujours marché quand vous arrivez à convaincre l'électeur que vous êtes victime d'une injustice flagrante. Les électeurs béninois ne demandent pas mieux que de vous soutenir. Mais c'est une question de stratégie. Il faut déjà réussir à participer pour que les gens vous soutiennent. Oui, il faut réussir à participer à l'élection. Ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez être tellement fort qu'il n'y a pas moyen de vous empêcher d'aller aux élections. En tant qu'opposant. Vous avez bien vu que ça n'a fait ni chaud ni froid à personne que les LD ne soient pas allés aux élections. Ah bon? Non, vous avez vu quelqu'un s'effaroucher, quelqu'un se mobiliser contre ça. Ils sont même allés aux élections communales. Législatives. Législatives. Mais quelle mobilisation vous avez vu autour? On n'a quand même pas foulé leur voix. Ah, ils ont dénoncé justement les retards de démarrage dans des fiefs comme Cotonou, vous l'avez reconnu tout à l'heure, où c'est quand même là où ils se manifestent, ils s'illustrent davantage. On a commencé à 13h ou 14h et on a attendu entre 2h et 3h du matin pour continuer à garder les bureaux de vote ouverts en attendant que les gens viennent voter. Vous savez, il n'y a rien de plus déterminé qu'un militant qui veut un résultat. Il n'y a rien de plus déterminé qu'un citoyen qui veut un résultat. Et même si les bureaux devaient être ouverts au-delà de 20 heures, si les citoyens étaient motivés à soutenir les LD, ils sortiraient pour aller voter. Ils sortiraient pour aller voter. Mais les citoyens ne sont pas motivés. C'est de ça que je vous parle. Et la déception n'est même pas perceptible. Que les LD n'aient pas pu aller aux élections, il n'y a pas de déception perceptible. Ah bon? Parce que le parti lui-même s'était sabordé, en réalité. Comment ça? Le parti s'était sabordé en ne travaillant pas de façon cohérente à mobiliser
les électeurs autour d'idéaux, je vais dire, autour d'un programme qui donne l'envie aux citoyens de se battre pour obtenir un certain résultat. Les querelles intestines ont achevé de démobiliser les gens. Et à l'intérieur du parti, il y en a même qui, à un moment, se sont dit à quoi bon continuer de me fatiguer, puisque à l'intérieur du parti, on est marginalisé, à l'intérieur du parti, on est complètement écarté. Bon, alors, ces choses-là ont fait que ceux qui sont écartés ont quand même des soutiens, ont beaucoup de soutien. Et donc, dans un parti, lorsque, pour une élection, il y a des personnalités qui sont injustement écartées, les militants les suivent. Et comment est-ce que ce pôle d'opposition va naître pendant les 7 prochaines années? Il faut aller chercher les Boel Bénin, les FCBE. Ce n'est pas à partir forcément de ceux qui ont animé l'opposition cette fois-ci. Ah oui? Ah oui, ça peut venir d'autres personnalités. Est-ce que ce n'est pas se faire harakiri que, en tant qu'acteur politique aujourd'hui, avec la configuration géopolitique nationale, est-ce que ce n'est pas se faire harakiri que de dire, bon, moi je vais faire l'opposition pendant les 7 prochaines années, parce que partout vous êtes à la limite, mettons, bloqué. Comment ça va se faire? Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une question de se lever pour dire, je vais faire l'opposition. Il faut que les citoyens sentent la nécessité de vous soutenir dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Si vous vous levez et que le citoyen a l'impression que c'est pour vous-même que vous faites la politique, que c'est pour vos intérêts que vous faites la politique, que c'est pour votre clan que vous faites la politique, et que de toute façon, vous n'êtes pas d'une très grande utilité, et que par le passé, vous êtes allé à l'Assemblée nationale, et que le citoyen n'a pas vu en quoi votre présence à l'Assemblée nationale a été utile et déterminante pour le pays, il se dit, bon, pas la peine. Pas la peine. Par contre, il y a moyen de créer un besoin en tous les électeurs, en tous les citoyens, de vouloir un changement. Mais ce changement, il faut le proposer. Il ne faut pas se dire tous les matins que le président est mauvais, que le président est nul, que le président ne sait pas quoi faire, qu'il vole tout l'argent du pays. Quand vous dites ces choses-là, ça ne suffit pas pour que l'électeur aujourd'hui vous suive. Non, il faut dire ce que vous avez envie de faire en venant au pouvoir. Il faut dire ce que vous avez envie de changer. Mais dans un contexte de trêve politique, comment la trêve politique n'est pas la trêve des idées. Ah bon? Personne n'a jamais dit ça. Que la trêve est la trêve des idées. Oui, mais justement, on n'arrive pas à comprendre cette notion de trêve politique. Oui, je pense qu'il faut que ça s'explique davantage. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on range les militants rangent leur carte d'appartenance à leur parti politique et attendent 6 mois après. Comment ça va se faire la trêve politique? On ne parle plus, on se regarde. Comment ça va se faire la trêve politique? Moi, je pense que parce qu'on dit trêve, ça ne veut pas dire disparition de tous les partis, disparition des débats d'idées. À mon sens, ça ne saurait se concevoir. Les débats d'idées doivent être plus que jamais d'actualité dans une trêve. Mais débat d'idées, ça permet de construire. Un débat dans lequel il n'y a que l'intention de détruire, ça ne nous arrange pas. Mais qui mesure l'intention de détruire? Une proposition peut être formellement une idée pertinente pour quelqu'un et une idée de solution pour quelqu'un. Et c'est là justement que la notion de trêve est tellement ambiguë qu'il faut s'en méfier suffisamment. Vous avez parlé de propositions. Oui. En fait, c'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qui nous manque. Des propositions. Elle peut être mauvaise, mais tant que vous la faites, personne ne vous en voudra. Tant que c'est une proposition que vous faites, personne ne peut vous en voudra. Ah oui, celui qui a l'heure, quand c'est des propositions pertinentes, il peut commencer à s'inquiéter pour son avenir politique. Et là, il a intérêt à s'inquiéter. Le jeu politicien entre en jeu. Oui, mais c'est ça ce que je vous dis, Tanguy. Vous voyez, dans un pays comme le Burkina Faso, oui, lorsqu'à un moment les citoyens ont estimé qu'il fallait que le pouvoir tombe, ils se sont mobilisés autour de quelqu'un qui avait un discours et qui avait proposé quelque chose. C'est vrai que la gestion de tout ça, par la suite, a été, à mon sens, assez désastreux. On a complètement noyé le gain politique d'une action d'envergure populaire dans des politiques aériennes qui ont fini par amener des coups d'État et tout ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que
autour d'un idéal, le peuple, lorsqu'il sent que vous êtes le leader, que vous proposez quelque chose et que vous avez capacité à changer quelque chose, le peuple est derrière vous. Ah oui? Ça s'est passé au Sénégal, non pas parce que des gens se levaient simplement pour proposer des choses, mais parce que les jeunes se reconnaissaient dans... Mais ça leur les a coûté personnes- ce que ça leur a coûté, une vingtaine de morts par ici, une condamnation de justice par là. C'est pour- Et même au Bénin, curieusement, ceux qui ont essayé d'être leaders à des moments donnés ou à un autre ont dû avoir quelques soucis avec la justice, avec des condamnations, C'était etc. pas des leaders. Ah, c'était pas des leaders? Non. Ah, c'était qui? Parce que quand vous êtes un leader, Oui. personne ne peut vous garder en prison. Ah bon? Ah, personne. Nelson Mandela a été en prison pendant 27 ans, hein? Il n'était pas un leader. Non. Vous ne pouvez pas donner l'exemple de Nelson Mandela qui avait fait un combat personnel. Ah bon? Ah oui, personnel, en disant je refuse toute négociation, je vais rester en prison tant que. C'est comme quelqu'un qui fait une grève de la faim. C'est une décision personnelle. Il peut y avoir de l'adhésion autour, mais c'est une décision personnelle. Lui, il ne faisait pas ça parce qu'il voulait que tous les Sud-Africains soient solidaires. Il croyait en quelque chose. Et il a décidé de se sacrifier lui-même pour la cause à laquelle il croyait. D'accord? Mais quand vous êtes un leader, en reprenant l'exemple de nos amis du Sénégal, vous avez vu comment c'était difficile de les garder en prison? Quand vous êtes un vrai leader, on ne peut pas vous garder en prison. C'est pas possible. Quand on vous arrête, quand vous met en prison et que chacun va à ses occupations, c'est que vous pensiez être leader, mais vous ne l'avez jamais été. Oui, mais le code pénal chez nous interdit les regroupements. Il paraît même qu'à deux, déjà, c'est inquiétant. Le regroupement imprévu comme ça, c'est... Il y a de ces éléments qui font qu'aujourd'hui, les citoyens ne peuvent pas spontanément sortir. Mais vous ne sortez pas, Tanguy. On fait quoi? Dans la ville, Oui. les gens ont toujours été libres de s'exprimer. Vous n'avez pas idée du nombre de émigrants qui se regroupent par endroits pour proférer des menaces et pour dire, ouais? ce qu'ils ont envie de dire. Ah ouais? Ils s'expriment tout à fait librement. Et ça s'arrête dans le petit cercle là. Exactement. Parce que lorsque vous venez sur les médias, vous êtes dans une zone de droit et vous ne pouvez plus vous permettre de dire n'importe quoi. C'est pour ça que quand on parle de liberté d'expression, il faut qu'on s'entende bien pour dire que la liberté d'expression populaire n'a jamais été un problème au Bénin. Les femmes du marché se regroupent tous les jours pour dire ce qu'elles ont envie de dire. Et tout le monde parle librement. Mais lorsque vous venez sur les médias, lorsque vous êtes sur un réseau social, c'est-à-dire dans un espace régi par la loi, vous ne pouvez plus à ce moment-là dire n'importe quoi de n'importe qui parce que le sens de l'honneur et de la dignité peut amener l'autre à aller contre ce que vous dites. Parce que la loi protège tout le monde. Et si vous allez contre l'honneur et la dignité de quelqu'un, cette personne peut se prévaloir d'une certaine justice et vous pouvez vous retrouver en difficulté. Donc, il faut savoir que quand on parle librement en ville, on ne court aucun danger. Mais quand on vient sur les médias, le danger qu'on court, c'est de se retrouver en face de quelqu'un qui a envie de se rendre justice parce que vous l'avez diffamé. Donc, dans le contexte béninois aujourd'hui, il est possible de créer ou de voir émerger un leader capable justement de faire... Je n'ai pas connaissance aujourd'hui Oui. d'un véritable leader qui pourrait mobiliser une jeunesse. Je ne connais pas. Et pourtant, ça devrait pouvoir exister. Et il n'y a pas de leader. Regardez autour de vous. Donnez le nom d'un vrai leader. Charismatique, quelqu'un qui, ma foi, donne de l'espoir à la jeunesse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je pense qu'il y a de la place pour que ce genre de leader puisse émerger et faire une grande fédération autour de sa personne. Et ça, le pouvoir peut faire tout ce qu'il veut. Il y a des limites à ce qu'on peut faire et à ce qu'on ne peut pas faire. Allez, on a dépassé le temps qui nous est réservé. Alessio Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien.